Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur lequel nous allons aborder un sujet qui est important pour moi, qui est lié à la neuropédagogie. On va encore laisser une petite minute aux dernières personnes qui sont en train de se connecter parce que vous êtes très très nombreux aujourd'hui à vouloir suivre ce webinaire, j'en suis ravi. Et on va démarrer dans moins d'10 minutes. Donc, bonjour à toutes et tous. On va commencer de suite. Je suis Guillaume Copin. Je suis le président, directeur général de la société Exos, une société que j'ai créée il y a 5 ans. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut révolutionner ces formations et ces formations digitales grâce à la neuropédagogie. Je vais commencer par vous poser une première question, vous interpeller. D'après vous, quel est l'objet qui a bouleversé la pédagogie ces dernières années? Quel est l'objet, un vrai objet, qui est un objet d'une grande taille, qui a amené beaucoup de modifications? En général, quand je pose cette question, les premières réponses qui me sont données sont le téléphone, Internet. Et là, je vois qu'on a une bonne réponse qui vient d'être donnée. Donc, c'est effectivement l'IRM. Donc, c'est un objet qui est d'une assez grande taille. Cet objet a été construit initialement dans le domaine médical pour permettre de traiter des problèmes de santé. Mais il a eu beaucoup d'autres usages depuis parce qu'il nous permet de voir ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain. Et grâce à ce type d'objet, on permet de voir dans le cerveau d'un être humain lorsqu'il est en situation d'apprentissage. Et donc, du coup, cet objet-là nous a permis de découvrir beaucoup de choses au niveau du cerveau. Depuis les années 90, nos connaissances sur le cerveau ont été multipliées par 9 en 20 ans. Je trouve ça, moi, juste incroyable. À une époque où on s'intéresse à plein de domaines et on n'a pas encore complètement découvert notre cerveau. Voilà, ça nous amène beaucoup de choses et beaucoup d'informations qui sont clés. Donc moi, au niveau de ma société Exos, notre vocation, c'est de créer des formations digitales qui soient efficaces. Notre ADN est lié à la neuropédagogie. Je vous expliquerai juste après de quoi il s'agit. Et nous proposons à la fois des cours e-learning sur étagère et nous proposons des cours de formation sur mesure qui intègrent du digital avec des contenus e-learning, avec de la réalité virtuelle, avec des classes présentielles, avec des classes virtuelles, avec un mix de ces modalités-là. Et la société a célébré ses 5 ans. Donc voilà. Donc la neuropédagogie, effectivement, c'est un domaine, je vous ai mis une définition assez simple, dont le but est d'améliorer la connaissance que nous avons au niveau du cerveau pour favoriser un meilleur apprentissage. Il faut savoir qu'avec l'arrivée de la neuropédagogie, on commence à avoir de vrais retours d'informations. Pendant longtemps, on a travaillé sur la base de croyances, sur les enseignements, et il s'est avéré que dans ces croyances, il y a ce qu'on appelle des neuromythes, des croyances qui n'étaient pas qui étaient non fondées d'un point de vue scientifique. Par exemple, le fait de penser que on va former de telle manière parce que la personne est plutôt visuelle ou plutôt kinesthésique ou plutôt auditive est un neuromythe. Il y a un certain nombre de neuromythes qui sont tombés de cette manière-là. Et il y a des croyances qui ont été confirmées et d'autres infirmées. Par exemple, il a été démontré qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme, qu'on peut apprendre à tout âge, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de découvertes dans ce domaine-là et qui vont aller à un niveau très précis. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes? On va essayer de faire 2 expériences. Il y aura un corps nu. Ça, c'est pour susciter encore votre intérêt à certains moments de la présentation. Il y aura à peu près 70 slides et il y aura un cas pratique. Alors, quand on regarde au niveau
du cerveau. Et si on regarde aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation avec une révolution vraiment digitale depuis un certain nombre d'années. Les chercheurs sont penchés pour savoir quels étaient les impacts de l'arrivée d'aspects liés au digital, au multimédia, au fait d'avoir Internet, au fait d'avoir des réseaux sociaux, etc. Il y a deux bonnes nouvelles et deux mauvaises nouvelles par rapport aux résultats des recherches. Les deux bonnes nouvelles, c'est qu'il a été démontré que maintenant, nous allons plus vite pour trouver une information et également, on va avoir une capacité de prise de décision qui va être amplifiée. Par contre, il y a deux mauvaises nouvelles et ces deux mauvaises nouvelles nous impactent, en tout cas m'impactent, moi qui travaille dans le domaine de la formation, parce que ça génère des problèmes d'attention et ça génère une baisse de la mémorisation. Or, si on regarde le socle d'un apprentissage classique, pour pouvoir favoriser l'apprentissage, il faut déjà commencer par avoir le premier socle de l'édifice qui est de faire attention pour pouvoir apprendre et donc mémoriser. Et pour pouvoir renforcer ces éléments-là, on va pouvoir s'appuyer sur les émotions et on va pouvoir s'appuyer aussi sur la motivation. Alors, c'est le schéma un peu que je vais suivre. Je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qu'est la notion de faire attention, décrypter un petit peu l'apprentissage, on parlera de la mémorisation et ensuite je vous donnerai un cas pratique illustrer comment est-ce que nous on l'applique et comment est-ce que du coup vous pouvez l'utiliser en mode miroir. Alors, l'attention, bon, il y a plusieurs éléments sur le marché. Il y a eu un certain nombre de discussions entre les scientifiques. Je vous ai mis une définition relativement simple pour vous permettre de voir la définition. C'est quelle est notre capacité que nous avons dans l'environnement qui est le nôtre à un instant donné de sélectionner un flux par rapport à ce qui va nous intéresser ou ce qui va être pertinent pour nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre cerveau est sursollicité. Je vous donnerai un élément tout à l'heure par rapport à ça. Et l'attention est primordiale. Il y a un monsieur que je vous ai remis qui s'appelle John Medina, qui est un biologiste moléculaire américain. Il a fait beaucoup d'études sur le cerveau. Là, je vous ai mis une photo issue de son site web. Vous avez un des livres qu'il a écrit qui m'a beaucoup intéressé. Dans les études qu'il a fait notamment des études sur le taux d'attention, sur des centaines d'étudiants dans des universités américaines. Et il a mesuré comment le taux d'attention évoluait dans le temps. Donc sur la gauche, vous avez le taux d'attention et en bas, vous avez les minutes qui s'écoulent dans le temps. Et ce qu'il a mis en valeur, c'est cette courbe-là. Et sur un format de 60 minutes, on a une baisse du taux d'attention qui va être de 80% au-delà de 10 minutes. Et ensuite, ça va osciller pour remonter à la fin. Et on le voit aujourd'hui dans notre quotidien. Moi qui suis plutôt j'ai 40 ans, donc il y a une époque où j'ai connu, certains et certaines d'entre vous ont probablement connu comme moi, le film du dimanche soir, où on était sur un format de divertissement d'environ 90 à 120 minutes. Si on regarde aujourd'hui, quelques années plus tard, 10, 15, 20 ans plus tard, on a des nouveaux formats de divertissement où on a des formats qui sont plus courts. On voit l'émergence des séries, je vous ai mis un exemple, avec des formats qui vont osciller de 20 à 40, 50 minutes et qui connaissent un grand succès parce qu'effectivement, notre taux d'attention, et les recherches le démontrent, est en train de baisser. Et du coup, on va s'intéresser beaucoup plus à des contenus qui vont être plus courts et plus courts à consommer. Au niveau de l'apprentissage, ce qui est important d'identifier, c'est que notre cerveau comprend trois types de mémoire que je vais vous illustrer. On a la première mémoire qui est la mémoire sensorielle. Cette mémoire sensorielle, c'est une mémoire immédiate. C'est celle qui va enregistrer les informations qui sont en provenance de nos capteurs sensoriels. Donc, par exemple, les récepteurs visuels, auditifs, tactiles. C'est celle qui va nous permettre de sentir et de voir. Une fois qu'on a reçu cette information-là dans la mémoire sensorielle, elle va passer dans une seconde mémoire qui est la mémoire de travail, qui est également appelée la mémoire à court terme, qui est une mémoire qui nous permet de lire une phrase, de composer un numéro.
et qui va permettre de stocker pendant un laps de temps qui est relativement court une information. Et ensuite, et c'est ce qui nous intéresse notamment d'un point de vue de la pédagogie, c'est on va avoir la mémoire à long terme, qui est une mémoire qui va se diviser en 3 catégories. On a la mémoire épisodique. Par exemple, ce sont les personnes que vous avez pu croiser ce matin. On a la mémoire sémantique, c'est le sens des mots, des dates. Et on a la mémoire procédurale, par exemple, comment faire du vélo, jouer du piano. L'enjeu que nous avons en formation, c'est de s'assurer qu'un maximum d'informations vont transiter depuis la mémoire sensorielle vers la mémoire de travail pour aller dans la mémoire à long terme et pour rester dans la mémoire à long terme autant qu'il sera nécessaire par rapport aux usages que l'apprenant aura des savoir-faire que vous aurez essayé de lui transmettre. Ce qui nous amène à la mémorisation. Donc au niveau de la mémorisation, j'ai une première question que je vais vous poser. Donc là, je vous invite, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais je vous invite pendant toute la durée de ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions, il y en a qui le font naturellement, j'essaierai de prendre un temps à la fin pour y répondre, et on va essayer d'avoir des séquences qui soient actives. Donc on va faire une première séquence active. Donc il y a un sondage qui est ouvert, et je vous invite à voter, d'après vous, quelle est la durée de stockage en mémoire de travail, qui est donc la deuxième mémoire. Avant, il y avait la mémoire sensorielle, et qui est celle qui va permettre de transférer les informations ensuite vers la mémoire à long terme. Est-ce que vous pensez que c'est 20 secondes, 2 minutes, 20 minutes ou 2 heures? Je regarde les chiffres, vous êtes 58% à avoir voté, 70%, j'attends que tout le monde ait pu voter. 83%, 87%. Bon, on va pouvoir afficher les sondages. Donc, merci déjà pour votre participation. Alors, donc au niveau des sondages, pour les partager, je suis en train de faire, je suis aidé pour faire une manipulation. C'est bon? Alors, effectivement, dans les réponses, 25% sur 20 secondes, 46% sur 2 minutes, 25% sur 20 minutes et 5% sur 2 heures. La bonne réponse était 20 secondes. La durée de stockage en mémoire de travail est de 20 secondes. Ce qui est assez court et ce qui est une des limites de notre cerveau. Notre cerveau est juste incroyable. Il a énormément de capacités et beaucoup qu'on ne connaît encore pas. Il y a une limite qui est cet élément-là, qui est la taille, la durée de stockage de la mémoire. Je vais vous proposer de faire une première expérience. Une expérience qui nous vient d'un monsieur qui s'appelle Artcon, que j'ai eu la chance de rencontrer et j'ai pu collaborer avec lui, qui est un chercheur, qui est américain. Il est chercheur, il a créé une société de e-learning il y a quelques années et il a décidé finalement de se concentrer vraiment sur la recherche. Et aujourd'hui, c'est lui notamment qui conseille Google dans sa stratégie en termes de formation digitale. Et donc là, l'expérience que je vais vous proposer est issue de lui. Je vous invite à fermer les yeux et je vais vous citer un certain nombre de mots. Et je vais essayer de les citer selon une certaine fréquence. L'objectif est de retenir ces mots. Donc, on va commencer de suite. Je vous invite à tous fermer les yeux. Ampoule. Plume. Éblouissement. Lumineux. Calories. Nuit. Ombre. Lourd. Jour. Interrupteur. Mince. Régime.
tonnerre, fluorescent, coton. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Et donc là, je vous ai cité un certain nombre de mots. Pour le moment, je vous demande de rien noter pour l'instant. Et je vais vous donner des résultats par rapport à ça. Donc, je vous invite à prendre, si vous avez une feuille de papier et un crayon à portée de main. Et pour celles et ceux qui le peuvent, je vous invite, on va prendre 1 minute. Et en 1 minute, vous allez essayer de restituer un maximum des mots que vous avez pu entendre. Pour information, j'en ai cité 15. Alors, je vous invite à compter le nombre de mots que vous avez trouvés. Donc maintenant que vous les avez tous comptés, j'en ai cité 15. Je vois, il y en a qui me font des commentaires. Il y en a qui en ont trouvé 11, 13, 6, 9, 12, 14, 10, 8, 13, 11, 11, 8, 11, 11, 12, 10, 12, 8, 11. Je ne vais pas tous les citer. Je vais juste vous les redonner pour que vous puissiez voir ceux que vous avez pu noter ou pas. Avant de vous les donner, je vais quand même vous poser une question. Est-ce que ceux qui ont trouvé le mot lumière peuvent juste le mettre dans le chat? Me dire oui. Oui, 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 oui. Bon, vous êtes plusieurs à avoir trouvé lumière, un certain nombre. Donc je vais vous les citer. Donc lumière, c'est un mot que je n'ai pas cité. C'était un piège qui était introduit dans cet exercice. Je vais vous citer les mots qui étaient donnés. C'était ampoule, plume, éblouissement, lumineux, calories, nuit, ombre, lourd, jour, interrupteur, mince, régime, tonnerre, fluorescent, coton. Alors, là, c'est compliqué tant tous à distance et comme vous êtes très nombreux pour pouvoir faire l'expérience et la reproduire, quand on produit cette expérience-là, on a en général le résultat suivant que je vais vous afficher. Donc, vous avez la position des différents mots, qui sont indiqués de 1 à 19. Donc, il y a des expériences qui sont faites sur une centaine de mots en général. Et vous voyez comment la courbe évolue. Là, sur une vingtaine de mots, le pourcentage de taux de rétention, on va commencer sur du 70%. Vous voyez, on va avoir une courbe qui va faire une sorte de cuvette pour redescendre et puis pour remonter. Et ça, c'est une expérience scientifique attestée. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez principalement retenu les premiers mots que j'ai cités et les derniers mots. Quand je vous ai posé la question si vous aviez retenu le mot lumière, vous avez été un certain nombre à me dire oui, alors qu'il n'était pas dedans et c'était un piège volontaire qui a pour vocation à tromper votre cerveau. En fait, il y avait plusieurs mots qui étaient similaires, qui pouvaient rappeler la lumière, ampoule, tonnerre, etc. Et du coup, votre cerveau l'a traduit, a été le chercher dans sa mémoire à long terme et l'a traduit et vous l'a restitué.
Donc, notre cerveau peut nous piéger quand on est dans certaines situations. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a ces résultats-là et en quoi ça va nous intéresser au niveau de la pédagogie? Bon, je vous ai remis un schéma d'Artcon. En fait, quand on a un stimulus, si vous regardez sur la gauche de l'écran, le stimulus, c'est je vous ai stimulé par rapport à votre mémoire en vous disant, voilà, je vous invite à retenir des mots. Et ces mots-là vont arriver via votre mémoire sensorielle. Là, on a joué normalement sur un seul canal si tout le monde avait les yeux fermés. On a joué sur le canal auditif. Et ils sont transmis par le récepteur sensoriel de l'audition vers votre mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, celle que j'expliquais tout à l'heure, qui est celle qui nous permet notamment de lire une phrase et qui est une mémoire qui a une durée, entre guillemets, assez courte. En fait, ce qui se passe, c'est que cette mémoire va nous permettre de traiter d'informations. Et cette information, on va conserver l'information un certain laps de temps. Tout à l'heure, on parlait d'une vingtaine de secondes. Là, l'exercice que je vous ai fait faire, j'ai volontairement fait faire sur plus d'une minute. Ce qui veut dire qu'on a eu ce qu'on appelle des boucles, ce que vous voyez, les rehearsals, où en fait, vous avez bouclé de l'information vous-même pour soit essayer de passer des mots dans la mémoire à long terme, soit les réinjecter dans votre mémoire à court terme, ou les oublier. C'est-à-dire que les premiers mots que j'ai cités, soit ont basculé dans une mémoire à long terme, soit vous avez commencé par peut-être des techniques de répétition, vous les avez réinjectés et du coup, vous les avez répétés un certain nombre de fois. C'est la raison pour laquelle vous êtes majoritairement souvenu plus facilement des mots que je vous avais donnés en premier. Pourquoi est-ce que vous vous souvenez des mots que je vous ai donnés en dernier? De la même manière, parce qu'ils sont encore dans la mémoire à court terme, dans la dernière boucle. Et en fait, cette notion de boucle qui est très importante pour nous à comprendre, parce qu'elle nous amène sur un élément qui est clé, c'est que comme le dernier est toujours dans la boucle et que le premier a passé plus de temps dans la boucle, ça nous amène sur une définition hyper importante. S'il y a une chose à retenir, c'est l'empamnésique. Cet empamnésique, ça représente la mesure de notre capacité en termes de mémoire de travail. Donc, je vous disais que notre mémoire de travail, elle a une limite. Cette limite, elle est liée à ce qu'on appelle l'empamnésique. Donc, il y a eu des études. Pour certains d'entre vous, vous avez dû entendre parler du chiffre magique 7, où on dit qu'il ne faut jamais présenter plus de 7 informations sur un écran. Ça vient d'une étude scientifique qui a eu lieu dans les années 70 par Miller, qui avait mis en exergue cette information-là. Depuis, il y a eu des travaux qui ont évolué, les travaux de Cowan notamment en 2001. Ce qui a été démontré, c'est que la capacité de notre mémoire de travail est limitée à 4 plus ou moins un item. Le plus ou moins un item va varier d'un individu à un autre. Et notamment pour les enfants, on va être plutôt sur un empamnésique de 3 par rapport à ces informations-là. Donc, ce qui est clé par rapport à ça, c'est que notre mémoire de travail, qui est le chemin par lequel va transiter les informations avant de passer dans la mémoire à long terme, si jamais elle passe dans la mémoire à long terme, a une limite de 4, avec plus ou moins un item. Comme elle a une limite de 4, ça veut dire qu'on ne peut pas faire passer toutes les informations que l'on souhaite auprès d'un apprenant, ou il faut le faire avec un certain laps de temps, avec un certain nombre de techniques. Et donc, un premier conseil que j'aurais à vous donner par rapport à ça, c'est de ne jamais avoir plus de 4 informations clés à vouloir véhiculer auprès d'un apprenant sur un laps de temps qui soit relativement court. Et ça m'amène à un point qui est clé, je vous ai mis ce slide-là, c'est ce qui pour moi est le syndrome de l'expert. C'est-à-dire qu'on a souvent dans nos contenus de formation, j'ai souvent le cas de clients, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu récemment une cliente qui me disait, ben voilà, je voudrais faire un cours e-learning pour former une population commerciale au travers le monde sur des machines-outils. Je dis, ouais, très bien. Est-ce que vous avez évalué le temps de cette formation? Donc là, c'était sur un contenu e-learning. Elle me dit, oui, j'ai déjà tout préparé, il faut que ça fasse 20 minutes. Je dis, ah bah, très bien, c'est clair, ce sont des éléments qui nous permettent d'établir des devis d'un point de vue commercial. Et elle me dit, d'ailleurs, je peux vous envoyer tous les slides. Je dis, ah bah oui, très bien. Et je reçois
un document PowerPoint avec un peu plus de 100 slides, 100, 105 ou 110 slides, qui n'étaient pas des slides tels que ceux que je vous présente aujourd'hui, qui étaient des slides, des vrais diapos-documents avec énormément de texte, des fiches produits, etc. Impossible de transférer cette information-là en 20 minutes. Et je l'ai rappelé un peu taquin en lui disant, bah, écoutez, j'ai bien reçu vos slides qui sont très riches. Est-ce qu'on peut prendre 20 minutes pour que vous me présentiez les informations qui sont clés dans ces slides? Et elle m'a dit, bah non, c'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible. Et souvent, on a ce travers-là en pédagogie à confondre la notion d'information versus nous, notre levier, qui est celui de la formation. Quel que soit le sujet, on peut être tenté, moi le premier, à tomber dans ce syndrome de l'expert, à vouloir tout dire, qui est une sécurité, ça y est, j'ai tout dit, plutôt qu'à s'assurer que l'apprenant va se concentrer sur ce qui est réellement pertinent pour lui, et donc sur les 2, 3, 4 informations qui sont clés de la formation en question. Donc, s'il y a un point sur lequel je vous invite à travailler par rapport aux recherches, en tout cas, ce sont ces éléments-là. Et ce sont ces éléments-là sur lesquels on travaille, nous, beaucoup, en tout cas, avec mes équipes et aussi avec nos clients. Donc, voilà, je vous invite à être sur une vigilance de 4 items. On va faire une deuxième expérience. Alors, je vous invite à tous faire l'expérience. Je vais prendre un stimulus et on va identifier la manière dont vous le percevez. Attendez, je ferme une fenêtre pour pouvoir mieux voir mon écran. Voilà, parfait. Alors, donc je vais vous afficher un texte et je vous invite, si vous êtes en capacité de le faire, à le lire à haute voix. Donc, bon, je pense que vous l'avez lu à haute voix. Normalement, si vous avez commencé à lire cet élément-là, vous n'avez pas eu trop de problèmes pour le lire. Et effectivement, selon cette étude, on pourrait considérer que l'ordre des lettres n'a pas d'importance dès lors que la première et la dernière sont à la bonne place. Donc, on va essayer d'aller plus loin pour voir si effectivement on peut confirmer cette expérience-là d'un autre point de vue. Donc, je vais vous afficher une deuxième expérience liée à celle-ci. Et je vais vous inviter à la lire. Elle va être beaucoup plus courte. Effectivement, comme certains sont en train de me le mentionner, c'est incompréhensible, voire très difficile à lire. Je vous mets la définition. Les points clés suivants sont recommandés pour incorporer l'imagerie mentale comme intervention. A priori, vous avez eu plus de mal, je le lis dans certains commentaires, et pourtant, on a respecté la même règle. Le texte que je vous ai mis avant n'était pas issu d'une étude de Cambridge, hein, c'est un hoax, mais c'était juste pour... c'est une expérience assez classique, pour se dire que finalement, oui, même si on mettait la première et la dernière lettre, dans certains cas, si on complexifie, ça ne fonctionne pas. Les neurosciences nous ont appris beaucoup de choses par rapport à ça. Et notamment, je vous ai mis une coupe d'un œil. Dans cette coupe de l'œil, en haut à droite, vous avez un élément qui s'appelle la fovea. Cet élément est hyper clé par rapport à la lecture, parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, l'être humain ne lit pas, au sens décrypter un caractère les uns après les autres, dès lors qu'il l'a appris à lire. Hein. Je ne parle pas des enfants qui sont en phase d'apprentissage. Ce qu'on sait avec fovea, c'est que la fovea, qui est cette petite partie qui est à l'arrière de l'œil, en fait, elle va nous donner cette capacité de pouvoir se focaliser sur les 2 ou 3 lettres qui sont au centre d'un mot.
Par exemple, si je regarde en dessous de Fovea, moi sous les yeux, là, je vois le mot central. Moi, grâce à cette partie de l'œil, automatiquement, la Fovea va traiter la forme géométrique du TRA à peu près. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va scanner dans ma mémoire à long terme l'ensemble des mots qui intègrent au milieu du mot cette forme géométrique-là, et elle va les éliminer très rapidement. Et ensuite, elle va regarder le mot qui est avant et le mot qui est après pour essayer d'avoir des principes de cohérence. C'est de cette manière-là que l'on peut lire aujourd'hui et que nous lisons les uns les autres. Si on décryptait chaque lettre, ce serait énormément consommateur d'énergie pour nous, hein, et on ne pourrait pas lire très facilement. Et comme on sait aujourd'hui que la FOVEA se concentre sur le centre d'un mot et qu'elle se concentre sur la partie géométrique du mot, au niveau de la neuropédagogie, là je vous ai mis un élément, les chercheurs ont identifié qu'on a 5 types de savoir en pédagogie. Les faits, les concepts, les procédures, les stratégies et les croyances. Je vous ai représenté ces 5 éléments de 6 manières différentes. Si je suis un formateur et que je veux vous former, je pourrais afficher ces 5 éléments de 6 manières à peu près différentes. Il y aura d'autres manières. En fait, ce que l'on sait aujourd'hui, grâce à Fovea et aux études, c'est que pour les apprenants, on a un intérêt à représenter cette information dans l'écran qui est en bas à gauche, où on a les faits, puis en dessous les concepts, puis les procédures. Pourquoi? Parce que les informations sont représentées sur le centre de l'écran, par rapport à la zone sur laquelle l'œil va se fixer. Et comme on est dans une culture où on lit de gauche à droite, on a une culture, nous, linéaire, je parle au niveau européen principalement, on va privilégier la structure où on va ordonnancer les éléments les uns en dessous des autres. Mais au niveau des neurosciences, on peut aujourd'hui aller plus loin. C'est-à-dire que comme on sait que le cerveau adore les formes géométriques, si je veux représenter cette information d'un point de vue pédagogique, ce qui va être clé, c'est de commencer à nourrir le cerveau, par exemple, avec une forme très simple. Donc là, je vous ai mis une forme avec 5 zones, et je pourrais vous dire en tant que formateur, voilà, il y a 5 types de savoir, les faits, les procédures, et là, quand je suis en train de faire ça, votre cerveau attend automatiquement que la 3e information arrive en bas à droite de l'écran. Et ça, votre cerveau adore ce type d'éléments-là. Il s'en nourrit parce que c'est beaucoup plus simple pour lui et ça facilite la charge cognitive. Et donc, il va y avoir les croyances, la stratégie et les concepts. Donc, les recherches nous permettent de nous améliorer énormément sur la manière dont on va pouvoir représenter les informations, par exemple visuellement pour un apprenant, de sorte à lui faciliter le travail au niveau de sa mémoire de travail et de sa mémoire à long terme. Donc ça, c'était un exemple pour vous donner un retour d'expérience qui finalement peut être très facilement appliqué dans plein de formations, même plein de contenus pédagogiques. Alors, je vais vous poser une question. Je vous ai dit qu'il y avait la mémoire sensorielle. Cette mémoire sensorielle, d'après vous, combien de ressources sont mobilisées par la vue au niveau de votre cortex? Est-ce que vous pensez que c'est 10%, 20%, 30%, 50%, etc. Je vais vous donner la réponse. En fait, la vue, ça représente 50%. C'est le récepteur sensoriel qui consomme le plus au niveau de notre zone précortex d'informations. Et on sait aujourd'hui, donc il y a eu des études, notamment par la sécurité routière, qu'il faut seulement un quart de seconde pour lire un symbole visuel et y rattacher du sens. Par exemple, pour celles et ceux qui ont passé leur code de la route, si je vous affiche ce symbole-là, si vous voyez en roulant ce symbole-là, normalement, votre cerveau va y rattacher le sens qui est adossé. A contrario, si la sécurité routière nous avait mis un symbole « attention, chaussée glissante », vous auriez mis 3 fois plus de temps à le lire à peu près. Vous auriez pu décrypter un seul mot. Donc ça, c'est un premier niveau d'information. Le second, c'est on sait aujourd'hui qu'on retient 6 fois mieux les informations orales si elles sont appuyées par des visuels. Et du coup,
Ça veut dire qu'il y a 3 conseils qui peuvent être utilisés. Un, c'est d'organiser les informations pour que visuellement, vous utilisiez des formes géométriques centrées sur les écrans pour représenter les informations près de vos apprenants. La deuxième, c'est de favoriser les visuels. Et la troisième, c'est de solliciter les 5 sens. Alors, en formation, il y a des sens où ça peut être plus ou moins compliqué de les solliciter. L'olfactif, quand on est sur une formation e-learning, n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple. Mais dès lors que vous êtes sur la sollicitation d'un maximum de sens, vous allez améliorer l'ancrage parce que vous allez toucher différentes zones au niveau de votre cerveau. Alors, on va faire une troisième expérience. Est-ce que, parmi vous, certaines personnes connaissent la définition de la viscosité? Alors, je vais vous donner la définition de la viscosité. La viscosité, du latin viscum, glu, peut être définie comme l'ensemble des phénomènes de résistance à l'écoulement se produisant dans la masse d'une matière pour un écoulement uniforme et sans turbulence. Plus la viscosité augmente et plus la capacité du fluide à s'écouler facilement diminue, plus l'énergie dissipée par l'écoulement sera importante. Voilà. Ça, c'est une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia de la viscosité. On va continuer l'expérience. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux pour la deuxième fois. Donc, je vous invite à toutes et tous fermer les yeux. Et maintenant que vous avez les yeux fermés, vous allez imaginer que vous êtes juste en bas de chez vous, devant votre domicile, en bas de votre immeuble, devant votre maison. Vous êtes dans la rue, juste devant la porte qui mène à votre logement. Il fait très beau, grand ciel bleu. Je me fais plaisir vu qu'on est dans l'imaginaire. Il y a un peu de vent et d'un seul coup, sur votre gauche, arrive une personne. Et là, vous la regardez, cette personne, et vous la reconnaissez. Et là, je vous laisse choisir, c'est soit votre voisin, soit votre voisine. Donc, vous voyez votre voisin et votre voisine, et là, votre voisin ou votre voisine est entièrement nu. C'est le corps nu dont je vous avais parlé en début de présentation. Complètement nu, et surtout, chose très étonnante, votre voisin ou votre voisine est entièrement recouvert de miel. Et il ne vous regarde pas, et part directement en courant jusqu'au bout de la rue. Et en fait, au fur et à mesure où la personne, votre voisin, votre voisine est en train de courir, il y a le miel qui est en train de quitter son corps au fur et à mesure. Eh bien, c'est ça la viscosité. La viscosité, c'est le délai que va mettre la substance qui est sur le corps de votre voisin ou votre voisine pour s'échapper de son corps. Je vous invite à rouvrir les yeux. Au-delà de la viscosité, pourquoi est-ce que nous avons fait cette expérience-là? Je vous ai mis un clin d'œil par rapport à une œuvre d'art sur une personne recouverte de miel. Mais surtout, en fait, c'est pour vous montrer 2 choses. La première, quand je vous ai lu la définition de la viscosité, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau? J'ai travaillé sur l'aire motrice du langage, l'aire de Broca, qui est l'aire qui est à gauche, là sur l'écran. Et je ne sais pas quel impact ça aura eu pour chacun d'entre vous. En général, l'impact n'est pas très élevé. C'est souvent similaire à ce qui se passe lorsqu'on est dans des formations dites magistrales, avec l'efficacité limitée que ça peut avoir. Dans le deuxième cas, j'ai utilisé une autre technique, qui est une technique de storytelling, où là, au travers d'une histoire, je vous ai invité à découvrir la définition de la viscosité. Et au travers de cette histoire, en fait, j'ai sollicité votre imagination et ça a engagé un certain nombre de zones cérébrales. Ça a engagé la région sensorielle, la région motrice, la région cognitive et la région affective. Et au fur et à mesure où je vous parlais, vous avez normalement imaginé élaboré des images en 3D et vous avez commencé à vivre l'action au fur et à mesure. Donc cet impact-là, normalement, cette information-là a eu beaucoup plus d'impact pour vous au niveau de votre cerveau que la première version.
Et donc, un conseil que je peux vous donner d'un point de vue pratique et dans les techniques que l'on utilise issues de neurosciences, c'est notamment certaines techniques dites de storytelling pour améliorer l'ancrage mémoriel. Ce qui m'amène à un cas pratique. Donc, je vous ai mis une photo de moi, je suis au-delà du narcissisme. C'est une photo qui est importante pour moi. J'ai passé un long moment seul en haut du Grand Canyon à réfléchir sur ce que j'avais envie de faire pour Xos et pour ma société. Et je suis revenu, c'était en novembre 2016. J'étais aux États-Unis, je venais de suivre tout un séminaire sur les neurosciences. Et j'ai décidé deux choses. Ce jour-là, j'ai pris la décision depuis, depuis que j'avais créé la société, on avait développé des contenus avec la neuropédagogie. Il y avait eu des nouveautés. J'ai décidé de les appliquer très rapidement dans la société et de mettre en place un concept de brique, mais qui n'est pas l'objet de notre échange, mais que j'ai également mis en place. Si je reviens sur le premier, en fait, ce jour-là, j'ai pris la décision de me faire un cadeau qui, in fine, a coûté un peu plus de 100 000 € à la société Exos. Comment ça s'est déroulé? En fait, on a des cours e-learning qui sont catalogues et des cours e-learning sur mesure. En fait, j'ai confié une analyse de l'existant et je me suis appuyé sur deux personnes, Artcon, que je vous ai cité tout à l'heure, et Pascal Roulois. Artcon, j'avais suivi son séminaire et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur un certain nombre d'éléments qui sont clés en termes de neuropédagogie, et Pascal Roulois, qui est l'auteur du site neuropédagogie.com. Et il y a eu une analyse de l'existant sur nos cours sur mesure, nos cours sur étagère, et il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites par les différents experts. J'ai eu un clin d'œil sur un pull, effectivement. J'ai un pull qui est assez similaire à la photo que j'avais, mais qui n'est pas le même. Pardon, ça m'a déconcentré. Donc, par rapport aux recommandations qu'on a eues, on a fait des choix pour voir la capacité technique à les intégrer. Et on a eu un projet qui a duré un peu plus de 6 mois. Et depuis le mois de septembre 2017, tous nos cours, que ce soit des cours catalogues ou des cours sur étagère, sont produits en utilisant ces pratiques-là. Donc, ce cas pratique, je vais essayer de montrer 8 exemples concrets d'optimisation au niveau de la neuropédagogie. Et je vais faire un petit peu des séquences pour renforcer ce qu'on a vu. Premier point, vous avez une carte bleue, il y a 4 chiffres. D'un point de vue sécurité, c'est pas idéal, je dirais, au niveau de l'algorithme. Si on voulait sécuriser un code de carte bleue, ce serait plus intéressant de faire sur plusieurs chiffres. Pourquoi on est sur 4 chiffres? C'est bien évidemment lié à l'empamnésique dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, comment nous, on le met en œuvre sur nos cours e-learning? Là, je vous ai mis un exemple de cours. Quand on a un certain nombre d'informations clés, là, il y a 3 informations clés qui sont données. On va les représenter à l'écran et on va ne se focaliser que sur ces informations qui sont clés pour faciliter la charge cognitive et donc le transfert dans la mémoire à long terme. Là, typiquement, j'en profite, je vois là sur cet élément-là, il y a 3 éléments. On a pris une forme géométrique qui est très simple. Il n'y a pas besoin de faire des dessins élaborés. Le cerveau adore les choses simples. Mais par contre, le fait qu'on ait une forme géométrique, et j'y reviendrai tout à l'heure avec un affichage, ça, notre cerveau est très friand. La deuxième chose, c'est on sait que dans la transmission d'un message, la part du non-verbal, alors il y a cette étude-là que je vous ai mis, il y a des divergences dans le milieu scientifique, mais on sait grosso modo que le non-verbal a un poids qui est très important, qui est de l'ordre de plus de 55%. Ce qu'on a décidé de faire là dans les nouveautés, avant, on intégrait des vidéos d'experts qui étaient filmées dans un plan qui était un peu au-dessus de la poitrine, quasiment en dessous du collier de la personne que vous voyez là sur l'écran. Et du coup, là, on a décidé de les filmer en format plan américain, de manière à réintégrer une part de la gestuelle au travers du langage corporel du bas du corps, de manière à ce que ce soit plus impactant aussi pour les apprenants. L'autre information, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on était sursollicité. Donc, il y a des campagnes, c'est un clin d'œil pour une campagne publicitaire sur l'infobésité. Le nombre d'informations que nous recevons depuis
10 ans a été multiplié par 10. C'est la raison pour laquelle ça génère des baisses de taux d'attention et de mémorisation. Et chaque année, on reçoit 10% d'informations en plus et a priori, ça ne s'arrête pas pour le moment. Mais du coup, moi, formateur, j'ai un vrai enjeu à être sur un principe de cohérence et de simplifier au maximum les écrans. Dans nos écrans, il n'y a pas le logo de la société ou de la société de nos clients. Il n'y a pas le titre du chapitre, il n'y a pas le titre du cours, il n'y a pas le copyright. On vient focaliser l'attention de l'apprenant sur ce qu'il doit retenir et uniquement ce qu'il doit retenir. Après, si on a des contraintes d'afficher un logo, on peut le mettre en début de cours. Si on veut afficher un copyright parce que le cours va être imprimé, on va le mettre sur un support autre. Mais voilà, s'il y avait une chose à retenir, c'est ce principe-là de simplification. C'est vraiment ce qui favorise, aujourd'hui les études le démontrent, ce qui favorise réellement l'ancrage et l'apprentissage. Je vous ai parlé de la sécurité routière, je vous remets l'information. Effectivement, comment est-ce que nous, on applique cette information-là? C'est l'importance des visuels. On vient là sur 3 informations qui sont clés, toujours en complément avec l'empamnésique. On va plutôt intégrer une information sous la forme d'un visuel plutôt que d'un texte, parce que le cerveau va aller plus vite à la décoder et il y aura un ancrage qui sera plus important. Donc, on va effectivement recourir au visuel. Il y a une étude sur l'efficacité mnémotechnique, sur le fait que l'on retient 10% de ce qu'on a lu, 20% de ce qu'on a entendu, 30% de ce qu'on a vu, 50% de ce qu'on a entendu et vu, et 90% de ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, effectivement, on essaye d'intégrer le faire dans les formations. Donc, quand on est sur on sait que dans les contenus e-learning, il faut alterner des séquences actives avec des séquences passives. Les séquences passives, on va intégrer ce qu'on appelle de l'entendu et du vu, donc ce qu'on va appeler nous des vidéos pédagogiques. Et les séquences actives, on va intégrer du faire. C'est la raison pour laquelle on a énormément d'expérimentations personnelles, d'exercices, de découverte qui sont fournis aux apprenants. Donc avec un cadre de réponse, ils doivent aller cliquer sur la question parce qu'il y a une démarche au niveau de l'ancrage, au niveau de la zone spatiale qui va faciliter aussi pour activer certaines zones et on intègre de nombreux exercices. Autre information, comme quelqu'un me parlait j'ai vu un commentaire sur un pull tout à l'heure, là je vous ai mis 2 exemples. En fait, il y a eu des études pour démontrer qu'on a dans notre naturel tendance à se faire un avis sur une personne dans les 30 premières secondes. Comme dans les contenus e-learning, on intègre des experts parce qu'ils viennent porter la bonne parole sur des sujets. Une des nouveautés, c'est que le premier écran de nos cours e-learning commence par un retour d'expérience qui a pour vocation 2 choses. La première, c'est de faire un apport notionnel. Et la seconde, c'est de donner un crédit à l'expert pour s'assurer qu'il capte l'attention dès la première minute et que l'apprenant soit mobilisé complètement ici et maintenant pour aller suivre l'apprentissage. Donc, c'est les éléments de retour d'expérience. Le 6e, assez original, on a hésité. On a eu un débat en interne. Il y a eu des études scientifiques sur plus de 800 étudiants américains en psychologie qui ont démontré qu'il est plus efficace d'écrire pour mieux retenir. Et quand on dit écrire, c'est vraiment écrire de manière manuscrite, pas taper au niveau informatique, parce que le geste va améliorer l'ancrage de la mémoire. C'est la raison pour laquelle on intègre maintenant dans nos cours e-learning des séquences à vos crayons, où l'on demande aux apprenants, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs indirectement quand je vous ai, mais là c'est dans un autre but, mais on demande aux apprenants de prendre une feuille de papier et un crayon et on va solliciter leur mémoire pour qu'ils donnent des informations qu'on va utiliser par la suite ou pas de l'information, mais qui va avoir pour vocation à améliorer l'ancrage. 7e élément, donc je vous ai parlé des différentes phases de la mémoire. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais je vous ai juste mis là le modèle de Meyer, qui est hyper intéressant parce que ce modèle-là, qu'est-ce qu'il a permis de démontrer? C'est qu'il a démontré Meyer que les mots et les illustrations
était traité au niveau de la mémoire de travail et pas au niveau de la mémoire sensorielle. Ce qui veut dire que c'est dans notre mémoire de travail que nous commençons à organiser les informations là qui sont données par la mémoire sensorielle. Et donc, ce qui veut dire qu'on a un intérêt à avoir une communication multimodale. C'est la raison pour laquelle on va toujours synchroniser la voix avec les éléments visuels ou textuels qui vont apparaître sur les écrans, ce que j'essaye de faire dans mes présentations, notamment aujourd'hui. Et on va toujours avoir les textes qui sont positionnés à côté des graphiques, notamment, vous voyez, on retrouve une forme géométrique simple. Alors, je vais vous poser un dernier sondage. Donc, vous allez pouvoir voter. D'après vous, pour faire un tour de stade en courant, quelle solution choisissez-vous pour aller plus vite? Première réponse, vous courez dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on imagine un stade où le facteur vent n'est pas d'impact. Deuxième réponse, vous courez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Troisième réponse, vous courez sans regarder votre montre, peu importe le sens. Donc, je vous laisse voter. Vous êtes 27% à avoir voté, 33%, 37%. Tout le monde a quasiment voté. 81%. Donc, au niveau du sondage, je vais vous donner les résultats. Vous avez été 20% à choisir la solution de courir dans le sens des aiguilles d'une montre, 17% à décider de courir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 26% à courir sans regarder votre montre et 37% décidé peu importe le sens. Il y avait une bonne réponse et c'est la minorité qui l'a trouvée. Effectivement, il faut courir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je vous invite à imaginer une course à la télé, regarder les courses à la télé. Les coureurs courent toujours dans le même sens, ils courent toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il y a eu des études qui ont démontré que ça leur permet de gagner notamment une seconde, de l'ordre d'une seconde dans une course. Pourquoi? C'est encore lié à notre cerveau. Excuse-moi, je souris parce que je viens de voir un commentaire de quelqu'un qui envisageait de traverser le stade d'une autre manière. Donc, c'est effectivement encore lié à notre cerveau. Je vais vous donner une étude. Là, quand on réunit des personnes dans une salle, connaissent pas les usages, la question qui leur est posée est finalement, là, on leur montre des planchettes avec plein de personnes et ils doivent choisir la personne qui est la plus heureuse. Là, j'ai truqué un peu le résultat. Quand on voit ces planchettes-là, on a toujours ces mêmes types de planchettes. Et en fait, quand votre cerveau se focalise sur l'un des visages, celui du haut ou celui du bas, là, dans les planchettes qui sont données aux personnes dans les tests, il y a plein de visages qui sont fournis. Mais naturellement, les personnes vont choisir le visage du haut. Pourquoi? Parce que la manière dont notre cerveau fonctionne, par rapport aux zones de traitement, des émotions notamment, va être impactée dans la manière dont l'organisation est représentée à l'écran. Là, typiquement, quand moi je regarde une information à l'écran, ce que je vais voir sur la gauche va être traité dans mon hémisphère droit et ce que je vais voir sur la droite va être traité dans mon hémisphère gauche. Or, nous n'avons pas les mêmes informations qui sont présentes à l'écran. Le langage est traité par la partie gauche du cerveau, les émotions qui sont liées au visuel est traité par la partie droite. Et donc, c'est la raison pour laquelle, typiquement, on va toujours intégrer des vidéos sur la gauche de l'écran des apprenants et on intégrera des textes sur la droite pour justement faciliter ce travail dans les zones du cerveau de nos apprenants. Voilà, j'ai essayé de vous donner quelques-uns de nos secrets de fabrication. Je vous remercie pour votre attention. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions. On est dans le timing, il nous reste 4 minutes. Je vais prendre du temps, donc vous pouvez poser des questions. Il y en a déjà eu un certain nombre. Je vais prendre du temps pour y répondre. Si jamais je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, je prendrai du temps ensuite pour y répondre personnellement. Donc, alors, est-ce que il y a une question qui est, est-ce que notre mémoire de travail varie en fonction de la fréquence des mots? Alors,
La fréquence, je suppose que c'est lié à l'écart temporel qu'il y a entre chaque mot. Oui, c'est-à-dire que comme on a une mémoire de travail avec un empan mnésique, tout à l'heure, quand je vous ai donné la série de mots, je vous l'ai donné sur un certain laps de temps. Et du coup, effectivement, par rapport à ce laps de temps-là, ça joue. Donc maintenant, on a des techniques. Je vous ai parlé de l'empan mnésique. On a des éléments qui nous permettent, d'un point de vue des neurosciences, à le contourner. Notamment, il y a les chunks, CHUNKS. Pour celles et ceux que ça intéresse, je sais qu'on a, on a Pascal Roulouin notamment qui nous a fait un super article qui est présent sur le blog de la société sur les chunks et qui vous donne des techniques pour regrouper des informations. J'ai une question de Marie et la gamification. Donc oui, la gamification. Alors, le jeu, notre cerveau adore. J'ai pas pu parler là dans ce séminaire des émotions et de la motivation qui viennent renforcer l'apprentissage. La gamification vient jouer sur la zone des émotions, donc ça vient sur une zone de notre cerveau qui justement vient améliorer la trace mémorielle. Donc oui, la gamification. Maintenant, attention aux usages que vous pouvez en avoir, à ne pas perdre l'enjeu, qui est un enjeu pédagogique avant d'être un enjeu ludique, là où il peut y avoir des écarts par rapport au serious game, ou pas, au demeurant. Quels seraient vos conseils pour appliquer cette technique sur un cours en présentiel de 1 à 2 heures, au-delà du PowerPoint simplifié? Là, il y a plein d'informations que vous pouvez utiliser. Par exemple, j'ai essayé d'en citer quelques-unes, c'est d'intégrer des zones d'émotion, d'intégrer des techniques de storytelling, de bien évidemment simplifier vos écrans, mais aussi d'intégrer des exercices dans vos formations. Une formation présentielle, et là je vous donne mon point de vue, a pour vocation à être centralisée sur des exercices, des cas pratiques, des échanges avec les apprenants, des échanges avec le formateur. Tout le reste, dès lors que vous êtes sur des apports théoriques, vous avez un intérêt, alors après ça dépend du contexte, de la taille des groupes, etc., à le faire en amont de manière à être sur une formation blended ou en aval, mais pour favoriser des éléments de répétition dans le temps. Bénédicte a une question sur quels seraient les moyens connus pour allonger sa mémoire temporelle. Alors, je ne crois pas, là je ne suis pas spécialiste, qu'on puisse allonger cette mémoire temporelle. Par contre, si on veut améliorer sa capacité à retenir des informations, là il y a un certain nombre de techniques, notamment il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour les améliorer. Mais on ne peut pas, à ma connaissance, allonger sa mémoire temporelle. Valérie qui me demande à quelles heures de la journée le cerveau est plus à même de mémoriser les informations. Alors, la nuit. En fait, les études démontrent que la phase de sommeil est hyper importante parce que c'est une phase qui va nous permettre de consolider les informations clés qui ont été vues dans la journée. On a une question de Mustapha. Comment faire pour reconnaître une personne qui a une mémoire visuelle et non auditive ou inversement? Alors, Mustapha, c'est un neuromythe. En fait, il y a eu des études en 2011 en Grande-Bretagne qui ont démontré qu'en fait, il n'y avait pas des personnes qui étaient plus visuelles ou plus auditives. Donc, cet élément-là ne fonctionne pas. On me fait signe qu'il est l'heure. Est-ce que vous auditez des formations e-learning existantes? Oui, oui, c'est des choses que l'on fait. Est-ce que vous avez des formations sur la neuropédagogie? Oui, alors oui, sur ces deux questions. Donc oui, on peut auditer. Oui, on peut faire des formations pour des formateurs pour sensibiliser des apprenants. Là, je vous invite à m'envoyer un message ou à me le mettre dans le commentaire. J'ai une personne de ma société qui prendra contact avec vous. Et on me demande, Luc, on peut se raconter une histoire avec les mots pour les retenir? Oui, alors effectivement, il y a des techniques pour se raconter des histoires avec les mots qui fonctionnent. Voilà, j'ai essayé de ne pas prendre plus de temps. Je vois qu'il y a encore plein de questions. Je vais essayer de les traiter une par une. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous.
Voilà, j'espère que vous en aurez tiré des enseignements, en tout cas des éléments de meilleure compréhension. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur nos services ou qui veulent, alors j'ai vu là les demandes sur l'audit de vos cours e-learning ou même sur des audits de contenu présentiel ou sur des formations sur le sujet de la neuropédagogie, vous m'envoyez un petit message et je transférerai vos demandes à des personnes de ma société pour qu'ils reprennent contact avec vous. On vous enverra un questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire parce que c'est toujours important pour nous. Donc, si vous pouvez prendre 30 secondes pour le remplir, je vous en remercie par avance. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.